Bonjour à tous, je profite de cet épisode pour vous parler du tout nouveau projet de Tip & Shaft baptisé Sailors. Sailors, avec un Z, c'est la plateforme de vidéos à la demande par abonnement dédiée à l'univers de la voile de compétition que Tip & Shaft a lancé le 1er décembre. Avec Sailors, notre objectif est de proposer aux passionnés le meilleur de la voile de compétition en streaming sur une plateforme accessible depuis tous vos appareils, ordinateurs, téléphones ou tablettes. Au menu, des documentaires, des séries, des récits de courses, des portraits, des sagas, pour beaucoup disponibles uniquement sur Sailors. Le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Voilà, tout ça se passe sur sailors, avec un Z.com. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 99e épisode de Pause Report. Et oui, on est bientôt à 100, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 13 décembre, il est exactement 10h02 et à l'approche de la fin de l'année, il est temps pour nous de se retourner un peu sur les grands moments de cette année 2022 en compagnie de 3 journalistes spécialisés dans la voile, à savoir Jacques Guyadère, que l'on ne présente plus, dont vous pouvez lire la prose dans les colonnes de Ouest France et qui est chez lui à Lorient. Salut Jacques. Salut. Le deuxième invité est Stéphane Lermite, grand reporter à l'équipe, qui est lui de son côté à Paris. Salut Stéphane. Bonjour. Et notre troisième invité est Paul Gury, qui lui travaille pour le mensuel Voile Magazine et qui est du côté de Rennes. Salut Paul. Bonjour à tout le monde. Eh bien messieurs, avant d'entamer un peu cette rétrospective d'une année 2022 qui aura été bien riche et bien dense en termes d'actualité voile, un petit mot juste pour revenir sur l'élection du marin de l'année qui a eu lieu il y a 10 jours à l'Olympia et dont nous avons d'ailleurs reçu le lauréat la semaine dernière dans Pause Report. C'était Jean-Baptiste Bernaz. Un petit mot sur cette élection. Est-ce que tous les trois vous êtes d'accord avec ce verdict ou en désaccord? On va commencer par Paul Voile Magazine. Oui, j'ai eu l'honneur d'être convié au jury. Le vote a été très très serré. Moi, je vous cache pas qu'au début, j'avais plus opté pour Thomas Royon au vu de son parcours cette année en IMOCA où il remporte quand même entre la Jacques Vabre et la Route du Rhum, donc pratiquement en un an d'écart, remporter les 2 grands transats. Je trouvais ça vraiment héroïque. Après, ça s'est joué entre Charles Caudrelier et Bernaz et Jean-Baptiste Bernaz l'a emporté d'une voix. Voilà, c'était très très serré. Et je trouve que c'est mérité. Jacques. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai pas d'avis en fait, parce que je trouve que je finis par trouver que ce prix a plus beaucoup de sens. Et du coup, je lui accorde pas beaucoup de crédit à ce prix. L'année dernière, on avait proposé à Denis Chaud de faire deux prix, quoi, course au large d'un côté, voile légère ou olympique de l'autre, parce que c'est comparer des carottes et des choux, ça mène à rien. Ils n'ont pas tenu compte de ça, donc finalement, ils font leur petit truc dans leur coin en nommant une première sélection, puis finalement on arrive à comparer un champion du monde de laser formidable, mais et aussi un skipper de course au large qui traverse l'Atlantique et qui s'apprête à faire le tour du monde sur des bateaux de 40 mètres. Je trouve que ça n'a pas de sens, donc j'ai pas d'avis. Bon, donc il aurait fallu plutôt 2 marins de l'année, selon toi, un course au large et un voile olympique? Oui, ça me paraît évident. Oui. Stéphane, quel est ton avis, toi, sur la question? Moi, je suis un grand gastronome. Comme Jacques, d'ailleurs, je vais souvent dans des super beaux restaurants. Et on me demande toujours quel est le meilleur restaurant du monde, quel est le meilleur restaurant de France. J'ai pas d'avis. Mais pourquoi pas faire un jeu de tout ça? Et je trouve ça pas idiot quand même, moi, de comparer les différents marins. C'est permet une sorte de mise en perspective. Et notamment, une victoire, ça se mesure à l'adversité. Et la voile souffre d'un manque d'internationalisation. Enfin, la voile, comme on la conçoit en France, la voile au large. Et quand on gagne justement face à l'étranger, comme c'est le cas de
des représentants de la voile olympique, je trouve ça bien de remettre un peu l'église au centre du village et de voir contre qui les uns et les autres gagnent. Et moi, j'ai trouvé ce titre vachement intéressant, justement. Donc mérité selon toi, pour Jean-Baptiste Bernat, justement, compte tenu de l'adversité. Oui, absolument. Ouais. C'est le premier des critères, c'est contre qui on gagne, quoi. Ouais, bien sûr. Eh ben très bien, on va commencer maintenant un peu par notre rétro plutôt que de suivre un ordre chronologique. On va évoquer quelques grands thèmes et quelques grandes classes de bateaux. On va peut-être commencer justement par la classe IMOCA, parmi les nominés au titre de marin de l'année. Paul, tu le rappelais, figurait Thomas Ruyant, vainqueur de la Route du Rhum en IMOCA. Cette année, il y a eu un beau duel sur l'ensemble de la saison entre Thomas, Charlie Dalin. On peut d'ailleurs ajouter Jérémy Bayou à ce duel parce qu'il a été aussi sur le podium de nombre de courses. Est-ce que, selon vous, ces trois marins dans la classe IMOCA, pour l'instant, sont au-dessus du lot? Je ne sais pas qui veut prendre la parole le premier. Paul, toi qui évoquais Thomas Ruyant tout à l'heure. Clairement, si on regarde tous les résultats, visiblement, enfin en tout cas surtout pour Thomas et Charlie Dalin, ils font course en tête sur toutes les courses. Ils sont toujours les deux aux avant-postes. Pour Jérémy, avec un bateau qui a été mis à l'eau récemment, je trouve que c'est quand même de bon augure pour la suite. Voilà, donc je trouve ça assez logique on les retrouve toujours en tête. Jacques, comment tu vois un peu cette domination du duel Thomas Ruyant, Charlie Dalin? Qu'est-ce qui explique leur domination? Moi, j'en rajouterais effectivement Bayou, parce que avant qu'il ait son nouveau bateau, il a couru sur l'ancien. Et avec l'ancien, il était également sur le podium. Donc, à peu près tous les podiums de la saison, c'était Dalin, Bayou, Ruyant, Dalin, Ruyant, Bayou, Ruyant, Bayou. Enfin, donc c'est effectivement, on parle pas de duel, mais on parle quasiment de trio, quoi. Donc, ils ont les meilleurs bateaux, ils sont les plus entraînés, les plus expérimentés dans cette série, et puis, incontestablement, peut-être aussi les plus talentueux. Donc, le match les a opposés quasiment toute la saison. Hein. Il n'y a pas eu que la Route du Rhum. Il y a eu toutes les courses aussi de l'avant-saison. Depuis la Transat Jacques Vabre, même en fin d'année dernière. Donc c'est ce trio-là qui a dominé largement la classe IMOCA. Mais on voit d'autres arriver. On en voit d'autres arriver avec aussi des bons bateaux. Et je pense que le match va s'ouvrir dans l'année 2023. Stéphane, ton avis sur la question? Ouais, ça c'est similaire. En fait, la voile, on s'aperçoit que c'est un sport avec beaucoup de facteurs aléatoires. Et cette voile au large est en train de devenir de moins en moins aventureuse, de moins en moins amateur. Et on a quelques garçons, effectivement, qui sont super forts et dont les équipes sont assez remarquables et qui réduisent ce facteur aléatoire. Et comme par hasard, effectivement, c'est toujours les mêmes devant. Alors, au bout d'un moment, le hasard, c'est plus du hasard. Faut pas oublier qu'au Riant, au Vendée Globe, s'il n'avait pas cassé, il aurait été dans le match pour la victoire aussi. C'était le frustré du Vendée Globe. Et donc, effectivement, la hiérarchie, elle est claire et nette sur les trois premiers. Hein. Et puis, ils sont au-dessus. Avec à l'arrivée, finalement, une domination quand même de Thomas Ruyant, parce que même si Charlie a remporté 3 courses cette saison, à l'arrivée, Charlie gagne la Transat Jacques Vabre l'année dernière et la Route du Rhum cette année. Est-ce que ça veut dire qu'il est un petit peu au-dessus de Charlie? Comment tu vois ça, Stéphane? Quand on voit à quoi ça se joue, enfin en heures, en minutes, pas en secondes encore, mais quasiment, est-ce qu'on peut tirer des leçons d'une victoire d'une heure, de 2 heures, de 3 heures? Je sais pas exactement. En plus, c'est un exercice particulier, la Transat, hein, c'est pas le Tour du Monde non plus. Donc à chaque fois, il y a des exercices qui sont spécifiques. Et la victoire tourne un peu en fonction du parcours ou d'un tout petit facteur chance à la fin. Moi, je les mettrais quasiment à égalité tous les trois, quoi. J'ai du mal à dégager une vraie hiérarchie entre les trois. Paul, il y avait 7 nouveaux bateaux sur cette Route du Rhum, dont certains qui terminent dans le top 5-6 même, puisque Jérémy Bayou termine 3e, Kevin Escoffier 4e, Maxime Sorel 5e, Paul Meillat 6e. Est-ce que c'est encourageant pour des bateaux qui n'avaient que quelques mois dans les pattes? Je dirais que oui, c'est plutôt comme le disait Jacques, on va avoir une certaine ouverture du jeu l'année prochaine avec ces bateaux qui montent en puissance. Qu'on voit Maxime Sorel, son résultat sur la Route du Rhum avec un bateau aussi très très récent, un sister sheet d'Apivia, mais
mais quand même il fallait le prendre en main et je trouve qu'il a fait une course assez extraordinaire. On sait que pour PRB, donc Kevin était plutôt à pas vouloir tout mettre dedans en vue de l'Ocean Race. Sinon, qu'est-ce que ça aurait donné? Oui, c'est en train de s'ouvrir effectivement, et c'est tant mieux pour le suspense. Après, moi, je trouve que pour revenir sur Thomas Ruyant, je trouve qu'il a pris confiance par rapport à Charlie et qu'il a su prendre la maîtrise de son bateau à toutes les allures et le pousser au maximum. Et je pense que c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Jacques, comment toi tu vois un peu ces nouveaux bateaux? Donc on disait, hein, plutôt un beau tir groupé sur une route du Rhum avec seulement 3-4 mois de navigation derrière. Est-ce que dans un an sur la Transat Jacques Vabre, la courbe va s'inverser et c'est ces bateaux qu'on verra sur les 3 premières marches du podium? Ben, théoriquement, en fin d'année, déjà, Charlie Davan ne sera pas sur son Apivia, puisqu'il l'a passé hier à Clarisse Kremer. Thomas Ruyant non plus. Donc, il y a Jérémy Bayou qui sera avec son nouveau bateau. Donc, je pense que les nouveaux bateaux qui sont déjà cette année-là vont avoir un an de fiabilisation, donc ils seront incontestablement beaucoup plus fiables, beaucoup plus performants. Et certains auront enquillé en plus l'Ocean Race par-dessus. Donc, on aura des bateaux performants, fiables, avec des skippers qui les maîtrisent bien. Donc, on a toute raison de penser que sur cette Transat Jacques Vabre, il y aura une concurrence plus exacerbée avec des nouveaux skippers ou skippeuses capables de pousser leur machine et de maîtriser tout ça. Donc, effectivement, je pense que le jeu va être bien plus ouvert pour la Transat Jacques Vabre. En plus, on est en double. Donc on peut pousser un peu sur les machines, on peut compenser les petites faiblesses que l'on a par le coéquipier. Donc, moi, je m'attends à avoir une superbe Transat Jacques Vabre l'année prochaine en IMOCA. Ouais. Il y a eu quelques nouvelles têtes, hein. Il y a quelques nouvelles têtes dans cette classe IMOCA avec pas mal de prétendants au prochain Vendée Globe. Est-ce que toi, Jacques, tu as peut-être des coups de cœur? Est-ce que tu as remarqué un ou deux ou plus skippers que tu ne connaissais pas, que tu n'attendais pas à ce niveau-là et qui t'ont marqué sur cette saison? En IMOCA? Ouais. Ouais, ben, je pense que Maxime Sorel m'a un peu étonné, effectivement. Dès le défi Azimut, pour sa première sortie, on a vu qu'il était déjà bien dans le coup. Donc, on sait que le bateau, qui est le sister ship de l'ex-Apivia, est effectivement un très bon bateau, mais je crois que Maxime apprend très vite et progresse très vite aussi. Donc, ça m'a surpris de le voir peut-être déjà. Et puis, Justine Métro, qui est avec l'ancien bateau de Jérémy Bayou, me paraît déjà bien maîtrisé et enfin on est à peu près tous unanimes à savoir que Justine Métro a beaucoup de talent et est une excellente navigatrice, donc je suis à la fois étonné et en même temps je m'attends à la voir effectivement venir jouer le trouble fête dans la classe parce qu'elle est très très bonne, quoi. Ouais. Stéphane, toi, est-ce que tu as un ou deux coups de cœur pour des marins que tu n'attendais pas forcément sur cette saison? Est-ce que tu en as découvert? Ouais, parce que juste pour abonder ce qui allait être dit, on a l'impression que la courbe de connaissance maintenant part beaucoup plus haut. Avant, quand on prenait en main un bateau, il fallait partir de très bas, il fallait vraiment le découvrir et tout. Et maintenant, alors c'est vrai, Métro, il prend un bateau qui est déjà abouti, et Maxime, il prend un sister ship qui est très abouti. Mais les gars, quand ils sont de très haut niveau, ils partent beaucoup plus haut, ils sont assez vite ils sont assez vite compétitifs. Le deuxième peloton, effectivement, avec Meillat, Sorel, Métro, comment il s'appelle, ou Escoffier, il est déjà là, très très vite en très bonne position. Et à contrario, on a des gens qui ont plus de mal à prendre en main leurs nouveaux bateaux qui sont assez vite largués, quoi. Donc il y a une espèce de prime vraiment aux équipes très structurées, aux bateaux déjà très préparés, et puis aux marins qui ont du talent, quoi. Il y a vraiment des pelotons qui se dégagent très rapidement. On va peut-être parler aussi parce que finalement on en parle peu, on parle beaucoup des bateaux à foil. Et il y a aussi un autre match, hein. Il y a aussi des bateaux à dérive qui ne jouent plus maintenant dans la même catégorie, même si Paul Meillat avait gagné en 2018 la Route du Rhum sur un bateau qui était encore un bateau à dérive. A priori, ça ne sera plus trop le cas dans les années à venir. Est-ce que dans ce match des bateaux à dérive, il y a des performances que tu as notées? Oui, il y a bien sûr Tanguy Le Turquet. Enfin, on devinait qu'il était bon et encore, c'est un peu la même chose. Quand on voit que la différence entre les gars qui sont doués et les gars qui sont un peu plus aventuriers ou qui sont un peu dépassés par leur machine, le gap maintenant il est assez énorme.
Et le Turquet, par exemple, bon, ben voilà, on voit que le gamin, enfin, le gamin, c'est un jeune, et on voit qu'il a le niveau sans énormément de moyens, quoi. Sur le talent, ça passe, quoi. Paul, toi, est-ce que il y a des marins qui t'ont un peu marqué sur cette saison en IMOCA? Moi, j'ai trouvé que Louis Duc avait fait un début de course assez exceptionnel. Bon, il a pris pas mal de risques, hein, en choisissant plutôt la route nord. D'ailleurs, il l'a payé avec quelques avaries quand il était à peu près aux Açores, mais il aurait pu faire vraiment une très très jolie course. Et du côté un peu des déceptions, alors moi, j'ai pas tous les tenants, les aboutissants, mais Samantha Davis, qu'on attendait peut-être mieux. Je sais pas exactement ce qui lui est arrivé. Alors, elle avait dit que son bateau n'était pas prêt, qu'elle se sentait pas prête. Parce que psychologiquement, elle est partie un petit peu fragilisée. Et puis j'ai une autre question, c'est par rapport à Louis Burton sur son bateau où il démate encore une fois, alors que il est sur un super plan manoir avec lequel il espérait beaucoup. Peut-être que vous avez des réponses à apporter à ces petites déceptions. Qui a une réponse là-dessus? Alors moi, j'ai interrogé la semaine dernière effectivement Antoine Mermot sur la classe IMOCA. Je pense c'est un mât qui avait été contrôlé en mai, qui avait été recontrôlé, je crois, un mois avant le départ de la route du Rhum, donc il présentait a priori pas de défaut. Donc je pense que c'est toujours en cours d'étude. Jacques, toi qui baigne dans l'actualité de la course à Lorient, est-ce que tu en sais un peu plus? Sur le raison du dématage, non, je crois que c'est effectivement encore à l'étude, et puis tout le monde est très prudent sur les causes de dématage, parce que ça fait 2 fois que ça lui arrive quand même à Louis Burton, donc il y a des hypothèses, mais on parle d'une rupture d'une pièce, mais il y a des concurrents à lui qui commencent à dire, mais ouais, mais est-ce que les grands foils de ce bateau sont pas surpuissants par rapport aux mâts? Est-ce que les mâts sont réellement dimensionnés pour encaisser autant d'efforts, de puissance de ces énormes foils? Il y a des skippers qui commencent à dire ça. Pour le moment, je crois qu'il n'y a pas de conclusion définitive de fait, mais en tout cas, c'est bien inquiétant pour lui. Et, et le sujet des mâts qui ont déjà été renforcés à l'IMOCA va encore se poser, hein, parce que c'est pas le même cas que celui de Damien Solien, ouais, qui a débatté parce qu'il a heurté un bateau, mais celui de Louis Burton, ça fait 2 fois pour des raisons a priori inattendues, quoi. Donc il y a un vrai problème quand même. Ouais. Bon, et puis il y a un danger, c'est que dans la course à la qualification pour le Rhum, il avance pas beaucoup, Louis Burton. Ouais. C'est clair que je crois que c'est un sujet qui va être très vite sur le haut de la pile de la classe IMOCA. Juste pour terminer sur ce bilan de l'année en IMOCA, il faut peut-être souligner aussi la belle performance sur la route du Rhum de Sébastien Marseille, hein, qui termine premier bateau à dérive à la 11e place avec un budget assez minimal. Mais si on va juste se projeter dans un mois, s'élance The Ocean Race avec 5 IMOCA au départ, hein, c'est la première fois que des IMOCA prennent le départ de cette course autour du monde en équipage. Il y aura quelques Volvo 65 sur un format qui a été considérablement réduit. Je pense que c'est lié au nombre de concurrents et au budget. Est-ce que vous allez suivre cette course avec intérêt, Stéphane? Est-ce que The Ocean Race va t'intéresser et va avoir droit à des lignes dans l'équipe? Ah, c'est toujours le problème de la voile, la perception de la voile chez les lecteurs et chez les gens en général, c'est que on a le sentiment quand même qu'il y a 2 grandes épreuves, 2 épreuves historiques. Enfin, et quels que soient les concurrents au départ, le Rhum et le Vendée captent une attention énorme, peut-être au-dessus même de ce que ça mérite, c'est possible. Et à contrario, les autres épreuves ont une attention à un lectorat assez minime, et réussir à vendre nous des sujets en expliquant que Tour du monde en équipage, c'est un truc incroyable et tout. Bon, c'est très, très, très difficile, quoi. Jacques, toi, Ouest France, vous allez couvrir ça. Tu seras au départ à Alicante. Quelle est un peu et quel est ton regard personnel sur cette course en IMOCA? Alors nous, c'est tout le contraire de l'équipe, puisque nous, on parle de la voile toute l'année, hein, donc nous, on est le média avec nos collègues du Télégramme, mais on est les médias les plus présents sur le milieu de la voile, et évidemment que l'Ocean Race, c'est une très grande épreuve qui se relance, puisque effectivement, elle s'est refondée sur la Volvo, mais je pense que cette année est une année avec 5 bateaux, ça paraît pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Et la prochaine édition, dans 3 ans, sera une très grosse édition, je pense.
Donc on va s'y consacrer, on va y accorder beaucoup de place. On va se déplacer, j'espère, sur presque toutes les étapes. Et on va en faire une grosse couverture, ouais. Donc évidemment qu'on sera à Alicante dans 3 semaines pour faire vivre à tout le monde ce qui pourrait être une très très grande course. Ouais, on annonçait au moment où l'IMOCA et The Ocean Race s'étaient mis d'accord pour faire passer la course sur ces 60 pieds. Ils espéraient 10 voire 15 bateaux. C'est quand même pas décevant d'avoir que 5 bateaux au départ et des projets très finalement assez français, même s'il y a Eleven Saour et Team Malidia qui sont des équipes, mais c'est des équipes qui sont déjà installées en IMOCA depuis quelques années. Ben oui, évidemment, on aurait tous bien aimé comme suiveur qui est un peu plus de bateaux. On part de très loin, je crois, sur cette course, puisqu'à un moment, il y avait que 2 bateaux, hein. Qui s'étaient engagés. Il y avait Eleven Hour et le projet de Boris Herman. Donc là, c'était fortement compromis. L'arrivée de 3 autres bateaux, il a failli avoir un 6e en plus. Ça relance tout l'intérêt quand même. Et je pense qu'il y aura 5 là. Je pense qu'il y en a déjà qui sont en train de regretter, je pense, de pas s'être alignés sur cette course. Et je pense que la prochaine édition, il y aura probablement plus près de 10 IMOCA en équipage sur cette course. Et il va falloir lui laisser le temps de se reformater, puisqu'effectivement, depuis qu'elle est passée en IMOCA, ça a changé profondément l'ADN de cette course aussi. Donc, même si ça reste une course autour du même équipage, c'est pas le même bateau, c'est pas des équipages de 10 ou 12 ou 14 marins à bord. C'est des bateaux qui sont autrement plus compliqués, plus techniques et qui naviguent aussi sur d'autres circuits. Donc, mais je pense que ça va venir. En tout cas, c'est un pari, hein, le rapprochement de l'IMOCA et de ces courses-là. Mais je pense que, en tout cas, c'est un premier essai qui est en passe d'être gagné. On verra à l'arrivée, parce qu'il faut que tous ces bateaux-là soient là tout au long de la course, sinon, évidemment, ça peut finir en autre boudin, mais on va pas leur souhaiter ça. Paul, quel est ton regard, toi, sur cette édition de The Ocean Race? Moi, je pense par rapport à mes lecteurs de Voile Magazine, je pense c'est pas forcément la course qui les intéressera le plus. À nous aussi de leur donner envie. On sera présent au maximum de nos emplois du temps pour suivre au mieux cette course. Moi, j'ai trouvé un intérêt certain, c'est quand même en équipage dans le Grand Sud, de pouvoir mettre le paquet. Ça va quand même être, à mon avis, spectaculaire, violent, intense. Il y aura forcément des conclusions qui en seront tirées. Voilà. Bon, donc c'est une course qui va être quand même assez riche d'enseignements, quoi. Je pense oui, effectivement. Jacques, tu voulais rebondir? Oui, je voulais rajouter quelque chose. Ce qui m'intéresse beaucoup, moi, dans cette course, pour avoir beaucoup suivi la dernière Volvo, c'est qu'enfin, il y a des cartes postales, quoi. Il y a du paysage à raconter, il y a des étapes, il y a le monde, il y a l'aventure, quoi. C'est pas les Sables d'Olonne, quoi. Donc, un équipage qui arrive au Cap, en Afrique du Sud, dans une baie, voilà, il y a de la couleur, c'est un peu, c'est une vraie course. Le bateau, c'est une course de bateau, c'est normalement pour aller d'un endroit à un autre. C'est une course comme une transat qui part d'un endroit qui arrive à un autre, quoi. Pas une course qui fait le tour sans s'arrêter et où on n'a pas grand chose finalement à montrer, à raconter, à dire. Là, il y aura beaucoup de débriefing aux arrivées, il y aura des anecdotes, il y aura du récit, il y aura des histoires humaines. Et je pense que c'est tout l'intérêt de cette course, il est là, quoi. Dans le fait qu'il y ait des escales et des étapes pour raconter le monde aussi. Effectivement, on retrouve un peu une dimension voyage qu'on a peut-être un peu moins sur nos courses franco-françaises. Passons maintenant à la classe ultime. L'année a été quand même marquée par la fameuse affaire entre l'équipe de François Gabard et la classe ultime 32-23. Vous avez tous bien suivi ça. Vous avez fait plusieurs articles les uns comme les autres sur le sujet. Stéphane, toi qui as aussi suivi cette affaire, quel est un peu ton regard aujourd'hui sur cette affaire qui est encore visiblement loin d'être finie? Mais pour moi, c'est une sorte de rupture de digue. La voile était à l'écart, était pratiquement à l'écart d'une certaine vision du monde, mercantile, affairiste, etc., etc. Et on a l'impression que la voile n'est plus, qu'il y a plus d'étanchéité, voilà. On a quand même été au procès, il y a quand même eu des mots prononcés qu'on n'a pas tous rapportés, et heureusement, il y a eu des mots extrêmement violents et qui demeurent parfois extrêmement violents quand on a des apartés.
Et à contrario, l'autre jour, par exemple, Caudrelier et Charles étaient à l'équipe et ils parlent de cette affaire avec une hauteur de vue super intéressante en expliquant que chacun a son point de vue, on a le droit de voir les choses en noir ou en blanc, enfin une manière un peu plus équilibrée de voir les choses, et ça c'est assez réconfortant. Mais derrière, effectivement, ça castagne à mort, il y a des mots terribles qui sont prononcés, et on en arrive à des choses, je trouve, extrêmement violentes et qu'on connaissait pas en voile, et voilà, ça m'inquiète, quoi. C'est comme si une digue avait été rompue quelque part, et en plus on n'a toujours pas la solution aujourd'hui. Paul, comment as-tu suivi cette histoire et comment tu l'interprètes un peu? Bah, un petit peu comme Stéphane, c'est vrai que c'est triste d'en arriver là. Est-ce que c'est la course à l'armement de ces énormes budgets qui devait irrémédiablement arriver à une sorte d'américanisation, comme sur l'America's Cup, j'ai envie de dire, euh, de, de, de la course au large, c'est vraiment triste. Après, en fonction des skippers que je rencontre, chacun a son avis sur la question, et si on devait prendre des uns et des autres, c'est très très difficile de se faire une idée vraiment fondée sur le sujet. Je trouve ça très compliqué. J'espère qu'ils trouveront des solutions. Peut-être qu'il faudrait revoir aussi, peut-être mettre en place des règles un peu plus strictes dès le départ pour éviter ce genre de déboire. Voilà. En tout cas, pour le grand public, ça renvoie pas une très très belle image. Jacques, est-ce que Paul parlait de solutions? Est-ce que selon toi, il y a des solutions, hein? Tu as fait un article la semaine dernière pour rappeler qu'il y a eu une nouvelle interprétation de World Sailing à partir des plans, cette fois-ci des vrais plans de SVR Lazartigue. Est-ce que pour toi, il y a des solutions qui s'esquissent ou on va encore être dans une situation conflictuelle dans les mois qui viennent? Je suis pas trop devin, mais en tout cas, je pense que cet avis publié par World Sailing, c'est une carte de plus dans le jeu de la classe ultime qui va peut-être avoir plus d'arguments face à François Gabard dans une négociation, parce qu'à un moment, il faut passer dans la négociation. Cette histoire-là sera jamais résolue par un tribunal, et puis c'est ça, effectivement, je suis d'accord avec ce qui a été dit avant, c'est pas l'endroit où les conflits doivent se résoudre dans ce sport, et je crois que dans les jours à venir, doit y avoir une rencontre d'ici, enfin, j'espère pour eux, elle fera avancer le schmilblick, entre Merconcept et la classe ultime pour proposer des solutions concrètes pour que chacun fasse un pas, et que notamment que François Gabard et Merconcept modifient en partie le bateau pour compenser ce qui lui est reproché comme un avantage indu, enfin en tout cas illégitime en termes d'aérodynamie. Et je sais pas du tout, c'est vrai que c'est très complexe, moi je suis pas spécialiste, je suis pas ingénieur ni architecte, mais est-ce qu'il y a des solutions pour à la fois compenser un peu cet avantage que les autres estiment illégitime, et est-ce que la classe ultime est elle-même capable d'avancer un peu en lâchant du lest sur certaines revendications. Je crois que c'est dans les jours à venir là. Et en tout cas, la solution, paraît-il, doit être trouvée avant le 31 décembre et doit avoir avancé pour que, si François Gabard, Merconcept ou le successeur de François Gabard veut participer au Tour du Monde ultime en fin d'année, il ait toute l'année 2023 pour à la fois remettre le bateau un peu plus proche de ce que la classe ultime attend, et se préparer à peu près sereinement pour le faire revenir, le skipper, si c'est François Gabard ou un autre, dans le jeu de la classe ultime fin d'année 2023. Donc je crois que là, les semaines à venir devraient être décisives. On va retourner autour d'une table avec pour la classe ultime de nouveaux arguments un peu plus solides, en tout cas pour eux, que ceux qu'ils avaient sortis un peu avant. Stéphane, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, c'est drôle parce que le soi-disant nouveau document qui est sorti il y a 15 jours, enfin, qu'en fait est sorti au moment du départ du mi-novembre, ouais. Oui, il y a longtemps, nous, pardon, on le savait, mais on n'a pas voulu en parler pour pas rajouter de l'huile sur le feu. Ça ajoute rien de neuf. On sait déjà que le World Sailing penche d'un côté. C'est un détail, d'ailleurs, dans le texte, il est jamais question nominativement de SVR Racing, de SVR. Non, plus globalement, c'est chacun n'est pas d'accord sur les arbitres. Donc, de toute façon, les arbitres de World Sailing décideront toujours dans un sens. Les arbitres, les experts avaient décidé dans un sens, mais ça n'a pas été reconnu
comme valable par la classe. C'est surtout que ils sont tendus chacun sur leur position. Et quand on voit que la classe, par exemple, reconnaît que sa gouvernance n'est pas parfaite, finalement, la présidente veut rester en poste. Finalement, ils vont mettre un secrétaire général qui n'aura qu'un rôle finalement d'application. Dire, on n'avance pas, quoi. On n'avance pas, et je pense que la classe est prête, voire même serait peut-être contente que François Gabard disparaisse, parce que quelque part, ça leur ferait peut-être plus d'image pour eux, et j'en arrive à penser ça. J'en arrive à penser qu'il n'y a pas forcément une volonté d'arriver à une solution malgré ce qui peut être dit ici et là. Et c'est fort possible que François Gabard s'en aille. On l'avait d'ailleurs écrit, nous, avant le Rhum, parce que c'est sa dernière course en solitaire. C'est pas impossible. Et ce serait grave, parce qu'on a quand même l'impression que la classe a l'impression de pouvoir se passer de François Gabard. Mais François Gabard, on l'aime pas, peu importe, c'est quand même la plus grosse vitrine de cette classe. Et voilà, encore une fois, on revient à ce qu'on dit tout à l'heure, c'est méga triste, mais moi je vois pas la solution aujourd'hui. Bon, il y a quand même eu un peu de sport cette année dans cette classe ultime, et notamment une route du Rhum qui a été finalement assez serrée, hein, parce qu'il y a 3 heures et quart d'avance seulement pour Charles Caudrelier sur François Gabard à l'arrivée de la route du Rhum. Paul, est-ce que tu as l'impression que quand même les positions, le Maxi Edmond de Rothschild, qui est un peu le bateau dominant maintenant depuis quelques années, qui a encore tout gagné cette année, est-ce que les positions se rapprochent, et est-ce qu'elles vont encore converger dans les mois et années à venir? Ah bah très clairement, l'écart qui était évident et qui était fort il y a encore 2 ans, réduit. Bon, que ça soit Bankpop ou SVR, bon bah en même temps ce sont les bateaux les plus récents, donc c'était logique avec un petit peu d'entraînement, ils puissent monter en potentiel. Effectivement, l'écart se réduit. Après, Gitana, pour moi, enfin Max Edmond Rothschild reste toujours avec une longueur d'avance. Et est-ce que justement, dans la perspective de la course autour du monde en solitaire, donc l'Arkea Ultime Challenge Brest, son nom exact, qui s'élancera dans un an, est-ce que ça forcément ça sera en solitaire sur un parcours qui n'a jamais été fait par ces bateaux, en tout cas en course? Est-ce que ça va forcément lisser aussi les performances? Comment tu imagines cette grande première? Est-ce que déjà tu l'attends avec impatience, et comment tu vois un petit peu les débats sportifs? Ah oui, ça va être passionnant, c'est sûr. En solitaire sur des machines comme ça, faire un tour du monde, c'est complètement incroyable. Effectivement, je pense qu'il y aura un lissage des performances. Ça sera le bateau le plus fiable qui va gagner en toute logique, comme sur ces courses marathon, quoi, que sont des circumnavigations par les mers du Sud. Effectivement, et aucun ultime n'a l'abri de casser. On voit bien sur les trophées Jules Verne, il y a eu énormément de casses, même pour Maxi Edmond de Rothschild. Donc il y aura une part de chance, de la fiabilisation, et puis les marins, quoi, les plus engagés, ceux qui lâchent jamais rien. Donc moi je verrais bien Bankpop sortir son épingle du jeu sur cette course-là. Stéphane, tu parlais tout à l'heure de la difficulté pour vous de trouver de l'espace pour parler d'autres courses que le Vendée Globe et la Route du Rhum qui drive un petit peu tout chez vos lecteurs. Est-ce que cette course autour du monde en solitaire, qui en ultime, qui va être donc une grande première, va trouver de la place chez vous? C'est quand même c'est un peu la course ultime dont on parle depuis des années. Bah, nous, à l'équipe, plus globalement, je pense qu'on est un peu, excusez-moi, c'est peut-être un peu pompeux, on est un peu gardien des temples, donc, et les grandes épreuves, je sais pas, les 500 miles d'Indianapolis, les 24 heures du Mans, la Coupe de l'Amérique, tout ça, pour nous, c'est important parce que c'est les racines et c'est l'histoire. Alors là, on a une nouvelle course. Il faut bien sûr laisser sa chance au produit, comme diraient les gens du marketing, mais on s'aperçoit que c'est extrêmement difficile, donc quel que soit le sport, pour imposer un nouveau format, un nouveau modèle. Donc en fait, on a bien vu que la Brest Atlantique, ça n'a pas marché terrible. On ne sait pas ce qui va se passer encore. C'est une sorte de grand point d'interrogation. Donc voilà, moi en fait, je demande à voir. Et pour rebondir sur ce que pourrait être cette course, il faut pas oublier que sur ce Rhum, donc une petite semaine. Bon, il y a juste Banque Populaire qui a cassé, mais SVR a cassé après un foil. Gitana avait cassé aussi quelque chose avant. C'est-à-dire que on a eu un petit créneau où pratiquement tous les bateaux sont arrivés en entier, mais un tour du monde, c'est très long, quoi. C'est
c'est très risqué, donc c'est pas sûr que beaucoup de bateaux vont être très loin. Et pour moi, c'est aussi une inquiétude, quoi. J'espère qu'il y aura une belle bataille, mais le concept même de la course fait que c'est pas garanti. Jacques, quel est toi ton regard sur cette première qui partira dans un peu plus d'1 an? Qu'est-ce qu'on peut en dire que effectivement, c'est une première, donc il y a toujours une dimension un peu inconnue. Hein. La bonne idée pour cette course, c'est qu'il faut rappeler le règlement, si le règlement autorise les escales. Donc, si on casse quelque chose, on peut s'arrêter pour réparer. Donc, c'est déjà énorme comme modification, puisque ça peut éviter d'avoir des abandons rapides. Si vous cassez un safran ou si vous cassez quelque chose, vous pouvez vous arrêter 3 jours au Cap, par exemple, en Afrique du Sud, et réparer et repartir. Et on sait que sur 3 jours, si le concurrent d'à côté, il a lui-même la possibilité de s'arrêter plus tard au Brésil ou je ne sais où, vous pouvez rattraper le coup. Donc, ce sera une course, mais ce sera pas une course où ça se jouera poignée dans le coin tout le temps, quoi. Il y aura une dimension aussi un peu aventure qui sera intégrée parce que ça change tout, la possibilité de faire une petite escale. On sait que ces bateaux-là, aux allures à laquelle ils avancent, il y a beaucoup de risques qu'il y ait une petite casse et réduire la possibilité d'abandonner parce qu'on a cassé quelque chose, bah ça change tout, quoi. Ça va tout changer le format de cette course. Ça va laisser la chance aussi à des bateaux peut-être un peu moins performants mais plus fiables, comme par exemple je pense à un bateau comme Actual peut très bien s'en sortir par rapport à des bateaux beaucoup plus rapides s'ils ne cassent pas, s'il se passe rien, quoi. Donc j'aime bien l'esprit, moi. Je l'entends un peu douter parce qu'effectivement, comme ces bateaux-là, à un moment, avec beaucoup de difficultés à traverser un océan Atlantique sans casser tout à bord. Maintenant, on voit bien qu'ils sont beaucoup plus fiables. On voit que s'il y a une possibilité de réparer, on peut effectivement faire le tour. J'aime bien aussi la dimension d'être en solitaire, enfin. Et quand je vois le plateau, avec ou sans gabar, si possible avec gabar, ou son remplaçant, je me dis que j'ai quand même hâte de voir ça, ouais. Bon, en attendant, ces bateaux vont quelques-uns en tout cas, le Maxi Edmond de Rothschild sera en stand-by d'ici une dizaine de jours pour s'élancer à l'assaut du trophée Jules Verne, ce qui est aussi le cas du Maxi Trimaran Sails of Change, l'ex-Spindrift de Yann Guichard. Bon, on n'a pas le temps de parler de ce trophée Jules Verne, mais on rappelle que le record est de 40 jours, 23 heures. La barre est assez haute. Donc on va suivre pendant cet hiver les éventuels départs. Mais si on va passer à des bateaux beaucoup plus petits, les Figaro Beneteau 3, cette saison en Figaro a été marquée par une domination presque sans partage de Tom Laperche qui a remporté toutes les courses en solitaire, dont la solitaire du Figaro. C'était sa 4e participation pour lui. Paul, quel est ton regard sur la performance de Tom? Est-ce qu'on peut dire que c'était quelque part c'est la chronique d'une victoire annoncée? Un petit peu, oui, il était archi favori. Après, il faut être archi favori et confirmé. Il a réussi à le faire. Visiblement, il a dû apprendre beaucoup sur la Jacques Vabre aussi en compagnie de François Gabard. C'était quand même l'édition de la jeunesse, quoi. Alors ça se sentait depuis un certain temps, mais là, entre Guillaume Piruel, Tom Laperche, on sent que les jeunes sont en force sur le Figaro 3. La question qui se pose, c'est aussi est-ce qu'on va pas vers une perte de vitesse de cette course? Ouais, on va en parler justement. Stéphane, quel est toi ton regard sur le phénomène entre guillemets Tom Laperche? Je sais qu'on interroge Christian Lepape, l'ancien directeur du pôle Finistère course au large, il n'hésite pas à le comparer à un Franck Camas, un François Gabard et autres. Quel est un peu ton regard sur Tom? Ouais, enfin, moi, je suis pas assez expert pour évaluer la valeur de Tom Laperche, mais c'est ce que dit un peu tout le monde. Et quelque part, on a l'impression qu'il sauve un peu l'aura de cette course, qui a toujours été effectivement le révélateur des méga talents. Caudrelier, donc l'autre jour à l'équipe, il disait un truc super intéressant. C'est quoi ta plus belle victoire, celle qui finalement t'a
procuré le plus d'émotions et tout. Et il citait sa course du Figaro parce qu'il disait, moi je gagnais contre 50 autres concurrents, ou 51, et puis avec beaucoup d'opposition. Et voilà, il fut un temps où gagner le Figaro, effectivement, avait une énorme valeur, et il faudrait que ça perdure, mais on a l'impression que le classe 40 paraît notamment fait un peu d'ombre au Figaro, et ouais, je sais pas comment on peut faire pour que cette classe retrouve ce qu'elle était autrefois. Jacques, toi, un petit mot sur Tom. Quel avenir tu lui vois, Tom Laperche? Tout à l'heure, tu disais François Gabard ou quelqu'un d'autre sur la course autour du monde. Est-ce que le quelqu'un d'autre, ça pourrait être Tom Laperche? On rappelle qu'il a déjà pas mal navigué sur SVR Lazartigue avec François, notamment sur la Jacques Vabre l'année dernière. Ben, c'est en tout cas ce qu'on entend, on appelle ça des bruits de ponton, hein, c'est ça. Les bruits de ponton disent que, effectivement, Tom Laperche est appelé à prendre la barre de SVR et de prendre la place de François Gabard, qui pourrait prendre un peu de recul en solitaire. Et effectivement, en faisant monter Tom Laperche, à ce niveau-là, ils ont choisi un skipper extrêmement talentueux, hein, visiblement. Il a quand même commencé à Saint-Malo, hein, puisqu'il il avait été la bourse de talent de Sarvan Escoffier, il avait été repéré quand même un peu là-bas, avec Louis Burton, avant d'arriver à Port-la-Forêt. Donc ils avaient eu une écreux de le sélectionner à l'époque. Bon. Il est ensuite rebondi à Port-la-Forêt. Effectivement, il est très très talentueux. Enfin, on voit bien, il va plus vite, il va au bon endroit, il fait très très peu d'erreurs, il maîtrise son truc. Voilà, il a l'air d'avoir une tête très bien faite. Donc moi je le connais pas beaucoup personnellement, mais j'ai pas beaucoup fréquenté. Mais oui, là il y a comme là de temps en temps dans les générations, il y a un jeune skipper qui montre qu'il est un peu le numéro un de sa génération, et peut-être un peu plus de talent et un peu plus doué que les autres, comme il y a eu effectivement à François Gabard, à Armel Lecléache, peut-être à Michel Desjoyaux il y a longtemps. Et puis je pense que la nouvelle perle, c'est lui. C'est bien effectivement qu'il y ait de la relève, parce que il faut non seulement qu'il y ait du nombre, mais aussi il faut qu'il y ait quelques têtes d'affiche. Et je pense que Tom Laperche a cette capacité peut-être à être une tête d'affiche. Et c'est ce qui manque un peu au circuit Figaro depuis ces dernières années, quoi. Il manque des têtes d'affiche, des gars ou des filles un peu avec un peu de charisme, un peu plus de talent que les autres pour montrer ce qu'on peut faire dans des catégories comme ça. Et effectivement, après lui, je sais pas s'il y en a d'autres, mais le petit Pirouel a pas l'air mal aussi, hein. Ouais, clairement. Parce qu'il n'est pas là depuis bien longtemps. Progression assez express. Il m'a aussi impressionné sur la dernière solitaire. Donc peut-être qu'on en a deux, ce qui serait quand même pas mal, parce que même s'ils sont pas vus, Roland Lecléache, Charles Caudrelier, François Gabard et compagnie, ils sont plus tout jeunes non plus, quoi. C'est pas, on les voit depuis pas mal d'années sur ce circuit-là, mais derrière, on ne voyait pas poindre. On voit de très bons skippers dans toutes les catégories, mais on ne voyait pas des petits prodiges, quoi, des gens un peu au-dessus du lot. Bah là, on en a un, je pense, avec Tom Laperche. Et je pense qu'il va rapidement monter au firmament des catégories. Je pense qu'on va le retrouver en ultime assez rapidement, je pense. Bon, à suivre. Paul, tu voulais rebondir? Oui, juste sur on va dire là, un peu la perte de vitesse de cette course. Est-ce que ça peut pas être lié aussi au bateau, qui serait pas finalement si bien né que ça? Moi, j'en ai parlé avec pas mal de skippers qui l'ont essayé. Il me disait qu'il était très 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 physique, et qu'en même temps, à part au débridé, donc vraiment dans certaines conditions, il allait moins vite que le Figaro 2. Alors est-ce que ça joue un petit peu sur ce désamour qui s'installe un petit peu? Et les premières éditions du Figaro 3, il y avait tous les vieux briscards qui étaient là, il y avait Armel Lecléache qui était revenu, Yann Eliès, etc. Et ils ont tous arrêté, voilà, ils ont laissé la place aux jeunes, mais vraiment aux jeunes. Donc je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose avec ce bateau?
Ouais, effectivement, il y a eu un gros renouvellement sur cette classe Figaro et je pense que justement l'accent est mis sur les jeunes, d'où l'annonce qui a été faite il y a 10 jours au Salon nautique de Paris du passage du Tour de France à la voile en Figaro 3. Est-ce que justement c'est une bonne idée? Est-ce qu'il faut ouvrir l'accès à ce bateau qui paraît effectivement parfois un peu compliqué? Paul, si on continue avec toi. Bah pourquoi pas, oui, si ça permet de. Enfin moi je trouvais ça dommage, par exemple pour revenir au Tour de France, que bon le Diable c'est très sympa, mais on perdait un petit peu l'essence de cette course qui permettait quand même d'aller faire du large. Donc revenir au Figaro 3 c'est une bonne chose. Peut-être que ça sera la solution. Peut-être qu'il y aura de nouveaux marins que ça en motivera, etc. Je pense que ça pourra pas lui faire du mal. Stéphane, tu as un avis sur ce passage du Tour de France à la voile au Figaro 3? Enfin, plus globalement, il faut constater qu'il y a des séries qui marchent, des séries qui marchent pas. Donc, pourquoi ces séries marchent, par exemple la Mini par rapport à la classe 40, et pourquoi d'autres marchent pas? Alors, moi, je suis pas assez technicien pour juger la valeur des bateaux, etc. Mais c'est un fait. Il y a des booms incroyables sur quelques séries et moins sur d'autres. Jacques? Moi, je suis un peu perplexe, moi, sur cette histoire. J'ai suivi ça d'un peu loin, parce que j'étais pas au salon nautique, mais j'ai vu ce qui en a été dit. Ça me paraît pas très lisible, hein. C'est déjà compliqué. Pour le grand public, c'est un peu compliqué. Alors, intégrer un morceau du Tour de France à la voile dans le Tour de Bretagne, mais reprendre un autre organisateur à la fin pour finir le truc et tout, moi, je trouve ça un peu complexe et un peu pas très lisible. Après, l'idée de vouloir faire de la classe Figaro et du tour de France à la voile, enfin du tour voile, une formule promotionnelle comme c'était au début de ce Tour de France à la voile avec le tour vraiment de toute la France, port par port, on dormait à bord, et où les villes sponsorisaient un bateau et intégraient des jeunes de chaque coin, c'était un peu ça l'idée. Moi, je croyais que ça allait plutôt venir par l'intermédiaire du futur bateau lancé par l'UNCL, là, le comment ça s'appelle-t-il? Le Sunfast Le Sunfast 30, là. ouais. Ouais, voilà. Je pensais que ça allait plus venir par là parce que ce sont des bateaux peut-être un peu plus simples et peut-être plus habitables. Parce que là, le Figaro 3, je vois pas un équipage dormir devant au port, enfin, etc. Enfin, c'était un peu ça l'idée quand même au départ, c'était de faire la course au large, les courses de nuit, etc. Enfin, là, je trouve que c'est pas très simple, c'est un peu, ça manque de visibilité. Maintenant, je sais pas, je trouve pas que chaque réforme qui intervient finisse par porter ses fruits. Là, il y a effectivement un souci avec la place Figaro, avec le circuit Figaro, c'est qu'il est un petit peu en perte de vitesse et c'est multifactoriel, je pense, hein. Il y a peut-être le bateau, effectivement, qui séduit pas beaucoup. Il y a peut-être aussi les courses du circuit qui sont devenues qui ont manqué d'investissement, donc du coup sont devenues un peu plus tristounettes. Pourtant, il y a des gens qui toquent à la porte et ça reste encore une formule d'excellence, mais je sais pas, c'est un peu complexe comme situation parce qu'il y a plusieurs facteurs sûrement. Et il y a aussi la concurrence, comme disait Stéphane, d'autres classes à côté qui permettent de raconter autre chose que juste faire des bords et des contre-bords dans la Manche, quoi. La Mini Transat, ça permet de raconter des histoires. Le classe 40, ça permet aussi de raconter des transatlantiques, du large. Et je pense que ça fait un peu de concurrence. Ces bateaux-là deviennent en plus très fun. Donc, peut-être que ça a enfermé dans la classe Figaro dans une excellence, une volonté d'excellence et ben, peut-être que ça manque un peu de récit, quoi, de quelque chose. Enfin, il y a beaucoup de facteurs, je pense, qui font que le circuit Figaro est un peu en difficulté. Paul, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, juste par rapport au Tour de France qui était un petit peu en mort cérébrale, l'idée c'est peut-être juste de justement relancer ce côté un peu hauturier avec le Figaro 3 pour après passer au Sunfast 30 OD parce que je crois que les 25 premiers sont attendus d'ici novembre prochain, donc le temps de constituer une flotte, etc. Ils pouvaient pas légitimement se projeter sur un Tour de France, mais à terme, je pense que le Sunfast 30 OD remplacera le Figaro 3 sur ce type de compétition. Ce sera bien. Justement, comme tu disais, Jacques, on retrouvera le côté où tout le monde peut dormir à bord, des budgets quand même accessibles, etc.
Bon, a priori, un accord pour l'instant pour 3 saisons, en tout cas, avec la classe Figaro. On va passer à des bateaux, cette fois-ci beaucoup plus rapides, et à SailGP, avec, une saison qui a été marquée quand même par les nets progrès, de l'équipe de France, menée par Quentin Delapierre, qui a remporté, son premier Grand Prix, en Espagne et terminé, 2e du dernier à Dubaï. Stéphane, on va continuer avec toi. Comment tu vois un peu, un, ce circuit, et deux, la progression de cette équipe de France qui a eu du mal sur les 2 premières saisons et est en train de monter en puissance. Stéphane, il faut que tu ouvres ton micro. Ouais, je suis un peu embêté pour parler de ça parce que à la fois j'y vois un côté marketing qui m'horripile. On va à l'autre bout du monde et tout. On a des sponsors bagnoles, voilà, on a des Zodiacs qui circulent de partout. On dépense des grosses sommes et je trouve que c'est contretemps. Et d'un autre côté, ça emmène vers la Coupe de l'Amérique qui est ok à des valeurs, enfin coûte beaucoup d'argent, mais qui quelque part, encore une fois, c'est des racines et donc on revient aux bases du sport et c'est important. Donc j'ai du mal à avoir un avis très tranché, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on a l'impression que les Français sportivement se redressent et sont capables d'amener une sorte de crédibilité sportive vers une éventuelle Coupe de l'Amérique et ça c'est sympa. Jacques, toi, j'imagine que tu as suivi un petit peu le circuit. Tu as dû aller peut-être sur l'étape de Saint-Tropez cette année. Quel est un peu ton regard sur ce circuit et sur les performances de l'équipe de France? Non, pas du tout. Cette année, je suis pas du tout suivi. Je suis pas du tout allé sur aucune étape. J'étais allé l'an dernier. J'étais en vacances dans le coin, donc j'avais fait un petit crochet par Saint-Tropez pour aller voir. Moi, j'avoue, je partage un peu l'avis de Stéphane. Ce côté sport business où on ne sait plus trop si c'est le business qui est prétexte à un peu de sport ou si c'est le sport qui sert à faire du business. C'est tout match un peu. Après, quand on est sur le plan d'eau et qu'on voit les régates et qu'on aime quand même le sport, c'est assez impressionnant. Hein. Donc, c'est du très haut niveau. Il y a ce qu'il y a de mieux en voile inshore dans les équipages. Il y a le gratin mondial. Il y a des bateaux qui sont absolument incroyables. Mais je me demande à qui ça parle en fait un peu. Quoi. C'est effectivement si c'est l'antichambre de la Coupe de l'Amérique, il faut que ce soit clairement affiché comme ça, ou si c'est juste du sport business pour le business, il faut aussi l'afficher comme ça. Après, ils emballent ça avec du verre de temps en temps, mais bon. En tout cas, pour ce qui est des Français, effectivement, l'équipe a été bien restructurée. Le premier changement, ça a été l'arrivée de Quentin Delapierre. Moi, effectivement, ça a un petit peu été brusque, parce que Billy Besson ne semblait pas démérité, mais depuis l'arrivée de Quentin Delapierre, il y a eu des résultats, effectivement. Il y a eu aussi un changement dans l'équipe. Il y a beaucoup de facteurs qui font qu'ils se sont entraînés différemment. Ils ont fait venir des experts un peu différents. Bruno Dubois gère ça de façon un peu plus comment dire, rationnelle, on va dire. Et effectivement, les résultats arrivent. Est-ce que ça suffira pour de toute façon, on voit bien qu'il n'y a pas vraiment une équipe qui domine tout le circuit tout le temps, quoi. À chaque Grand Prix, il y a un vainqueur un peu différent. Je sais pas, je sais pas trop. On peut espérer que la saison qui va venir, les progrès continueront pour les Français, puisque avec l'expérience, je pense que c'est des bateaux qui nécessitent beaucoup d'expérience. Et bon, l'équipe française peut espérer peut-être gagner un Grand Prix, mais si c'est comment dire, une dernière marche avant la Coupe de l'Amérique, c'est utile. Sinon, ça reste un circuit qui, à mon avis, s'adresse à des ultra spécialistes et on est tellement proche de la Formule 1 dans le modèle économique que moi ça me passionne que à moitié, quoi. J'avoue que quand je suis sur le plan d'eau, quand j'ai pu l'être une fois, j'ai trouvé ça impressionnant, mais après j'ai du mal à me dire que tous les 3 semaines je vais me mettre devant mon ordi et poursuivre l'épreuve, quoi. J'ai un peu de mal. Bon, on vous sent pas convaincu. Paul, est-ce que ça te parle, toi, SailGP? J'ai eu la chance d'y aller l'année dernière, d'être à Saint-Tropez, la dernière un peu de Billy Besson.
et d'avoir trouvé ça effectivement très impressionnant. Tout est fait pour le spectacle, même le temps de parcours, les parcours, tout est fait pour être diffusé à la télé. Donc c'est quand même, si ça passe sur Canal+, c'est quand même pour toucher un grand public. Après, bon, on peut revenir sur les polémiques environnementales, etc. Mais est-ce qu'on les a pas dans pas mal de circuits? Bon, là, c'est vrai que c'est un petit peu exagéré. Pour revenir en tout cas purement sportivement, je trouve que l'arrivée de Quentin Delapierre, puis après de Péponnet, ça a vraiment fait la différence. Ils se sont trouvés, ils se connaissent bien. Ils ont fait quand même beaucoup de monotypie ensemble. À l'époque, en J80, Quentin Delapierre, il arrive, il gagne tout, qui était quand même sur une monotypie super exigeante. Péponnet, pareil. Ils ont gardé le squelette de l'ancien équipage de GC32 avec Mathieu Van Damme, etc., qui courait avec Camas à l'époque. Moi, je pense qu'ils peuvent aller très loin. C'est une belle équipe. Et puis effectivement, il y a toujours un gros niveau. On sait jamais qui va gagner. Ça tourne pas mal, comme le disait Jacques. Moi, je trouve que le circuit est intéressant. Bon, et qui a une info sur la Coupe de l'Amérique? Est-ce que le défi français va se lancer véritablement ou y aura-t-il un bateau français à Barcelone en septembre 2024? Jacques, Stéphane, Paul, qui veut lever la main? Est-ce que l'un d'entre vous a une info là-dessus? Vas-y, Jacques. Il y a quelques mois, j'avais été peut-être un peu affirmatif parce que j'avais eu des infos comme quoi le projet était tout près d'aboutir. Et puis finalement, je vois toujours rien sortir. Je suis un peu le compte de Stéphane Kandler sur LinkedIn et sur son compte Twitter. Il est un peu mystérieux, il fait des demi-annonces, des demi-promesses et on est quand même le 13 décembre et toujours rien. Donc il y a 2 jours, il a publié un tweet comme quoi il y aurait une annonce en janvier, une grosse annonce en janvier. Alors, est-ce qu'il parle de ça, est-ce qu'il parle d'autre chose, je sais pas. C'est un peu nappé d'un grand brouillard, cette histoire-là. Et en tout cas, plus les jours passent, moins il y a de raison d'y croire parce que les autres annonces, si le projet français n'est pas annoncé et n'est pas lancé officiellement rapidement, je vois pas beaucoup d'espoir pour arriver, en tout cas, à la prochaine coupe avec une équipe française. Hein. Stéphane. Ouais, je pense que la presse est globalement très sympa avec les projets voiles divers et variés. Aussi souvent, c'est des intentions. On croit souvent ce qu'on nous dit et on annonce ça va se faire, ça va se faire, ça va se faire. C'est comme voilà, on participe finalement à des opérations marketing alors que l'argent n'est pas là. Je pense que l'argent n'a jamais été là et qu'il sera jamais là, quoi. Encore une fois, quoi. Voilà, je trouve globalement bien complice de tout ça. Bon, eh ben, à suivre, on va voir si effectivement il y aura une annonce ou pas début janvier. On va finir on pourrait parler de nombreuses classes, hein, on va malheureusement pas pouvoir balayer toutes les classes. Il y a une belle saison qui a eu lieu en Ocean 50, la classe 40 qui marche bien, la classe mini qui fait toujours le plein. Mais on va terminer un peu en se projetant sur un événement qui aura également lieu à l'été 2024, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il y a eu une saison olympique qui s'est déroulée avec des championnats d'Europe et du monde un peu dans toutes les séries. Est-ce que aujourd'hui, à 2 ans, un peu moins, maintenant 1 an et demi plutôt du coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris, est-ce que vous avez l'impression que l'équipe de France est dans les clous et comment vous voyez un peu le potentiel de médaille de cette équipe de France? Je vais demander à Paul. Bah, au vu des nouvelles épreuves qui seront mises en place en 2024, que ce soit la planche à foil, le IQ foil ou le kite, Formula Kite, hein, c'est ça, je crois. Ouais. On a vraiment des jeunes qui sont morts de faim, qui brillent, en tout cas depuis quelques années sur les différents circuits, sur ces épreuves-là. Donc, je pense qu'on a de la chance d'avoir ces épreuves et des athlètes qui sont vraiment bons. Après, sur les épreuves un peu plus classiques, on voit que le mixte marche pas mal en 4-7. Jérémy Millon et Camille Lecointe là qu'on ramené le bronze au championnat d'Europe ou du monde, je crois que c'est en Israël. Et puis on a tous les anciens médaillés de Tokyo qui seront là en force. Donc puis c'est sur le plan d'eau de Marseille. Il y a eu la semaine olympique de hier, l'année dernière, où on n'avait jamais remporté autant de médailles. J'ai envie d'y croire. Alors c'est vrai qu'à chaque fois on part un petit peu optimiste puis on est déçu, mais là c'est chez nous. Alors autant y croire. Jacques, est-ce que tu suis un peu cette voile olympique? C'est pas, je suis un petit peu moins cette année.
parce qu'il y avait beaucoup de choses, donc j'ai pas eu le temps de me focaliser sur tout ce qui se passe. J'ai été un peu déçu quand même des résultats des championnats du monde à Brest en AQFOL. Je m'attendais, comme beaucoup, je pense, à voir comment ça s'appelle, Hélène Smoen. Hélène Smoen ou un des frères Goyard, notamment sur les podiums, ou en tout cas très haut. Et je pense qu'ils sont un peu ratés tous. Donc j'étais un peu déçu. Je me suis dit, tiens, c'était l'occasion de montrer que justement, à un an des JO, on était là. Donc je ne sais pas, ça m'a refroidi un peu parce que ça faisait quand même presque 2 ans qu'ils trustaient tout, hein, tous les deux. Donc je ne sais pas si c'est une semaine sans ou si c'est la montée en puissance des autres aussi, hein, parce que il y a aussi une concurrence internationale qui travaille à côté. Et en 4-7, effectivement, on voit que Camille Lecointre et Jérémy Mignon, ils sont déjà au rendez-vous. Et de toute façon, avec l'expérience qu'elle a, Camille Lecointre, on peut effectivement penser que jouera quelque chose à Marseille, hein, avec Jérémy Mignon. Voilà, les autres, après, j'ai pas tout suivi. On a un champion du monde de laser, enfin ICLA, là, qui m'a l'air d'être ultra motivé, qui en plus vient de nommer Marin de l'année, donc il doit être gonflé à bloc, mais il va falloir suivre à partir du printemps. Les résultats sont, voilà, c'est la montée en puissance va se faire à partir du printemps de cette année, et puis on verra. Mais il n'y a pas de raison d'être pessimiste, voilà, je pense pas. Stéphane, on va terminer par toi. La voile olympique a souvent un peu de place dans les colonnes de l'équipe. Oui, on suit parce que c'est des médailles. Il faut faire un peu comme avec l'athlétisme. L'athlétisme, les présidents de fédération à chaque fois disent ouais, on a X chances de médailles, mais c'est pas parce que tu as 10 chances de médailles que tu auras 10 médailles au bout. Et les DTN à viser, ils divisent ça par 3. Quand on a 10 chances de médailles, ça fait 3,33 médailles au bout. Donc comparer des chances de médailles et des médailles, c'est assez périlleux. Et puis ça va revenir à ce qu'on disait au tout début, c'est très concurrentiel la voile olympique, on n'est pas tout seul, quoi. Il y a 10, 15, 20 pays dans certaines disciplines qui peuvent choper des médailles. Donc c'est difficile, quoi. C'est difficile. Et c'est pour ça que quand un marin de l'année est un gars de l'olympisme, moi je trouve ça bien. Eh ben parfait, la boucle est bouclée. On a commencé avec le marin de l'année, on termine avec le marin de l'année. Messieurs, merci beaucoup. C'était très intéressant d'échanger avec vous sur cette belle année 2022. On va encore avoir une année 2023 sans doute assez passionnante à suivre. Et que dire de 2024 avec l'enchaînement Jeux Olympiques, Coupe de l'Amérique et Vendée Globe. Je vous souhaite à tous les trois une très bonne journée. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un 100e numéro de Pause Report avant une petite pause hivernale de 2 semaines. Merci à tous les trois. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!